Bonsoir et bienvenue à tous au sommaire de l'actualité de ce vendredi. À Bamenda, nos mères pleurent. Elles sont descendues dans la rue par milliers ce vendredi, peignent autour des reins pour exhorter au calme et à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le programme Agropole, comme il va 5 ans après sa mise sur pied, le 20h30 ce soir, dresse un état des lieux de cette initiative gouvernementale. C'est la page spéciale du journal Regard sur le monde. En sport, éliminatoire CAN 2019, Comores-Cameroun. Demain, la confrontation à Mitiamuli. Michael Gadui a été désigné ce soir capitaine des Lions indomptables par le sélectionneur national Clarence Seedorf. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous en ouverture du journal. Les pleurs et les lamentations des femmes pour la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Elles sont sorties par milliers ce matin à Bamenda pour un meeting de lamentation dans la rue. Celui-ci était assorti d'une déclaration invitant les enfants à retourner à l'école et à une reprise des activités économiques dans ces régions. Augustin Guizana à Bamenda. Une marée humaine au stade municipal de Bamenda. Ce sont les femmes pour la plupart. Des images insoutenables montrant des militaires et des civils froidement assassinés, des propriétés publiques et privées détruites, le spectre de la violence qui plane au quotidien sur les régions du nord-ouest et du sud-ouest les rassemble. La mère de l'humanité est sans voix. J'ai perdu des gens très importants, des amis, des frères, des gens en famille qui n'ont même plus de maison, qui vivent dans la peur, qui sont frustrés. Rien qu'une balle qui saute des mains comme ça. Même moi-même, je ne sais pas si vraiment je veux vivre, mais je demande la paix. Les femmes n'en peuvent plus. Elles sont sorties par dizaines de centaines de leur mutisme. Chacune un arbre de la paix à la main, l'habit noir, symbole de tristesse et de larmes pour dire non aux atrocités et oui au dialogue entre le gouvernement et les séparatistes. Les femmes sont venues de partout à Bamenda. Les autres hommes même sortis du sud-ouest, sont même sortis de Yaoundé. Parce que les femmes sont fatiguées, on veut la paix. C'est seulement la paix qu'on veut. Les femmes du nord-ouest et du sud-ouest ont puisé dans la Bible pour prêcher le pardon. Par des scènes de lamentation dans la pure tradition des peuples du nord-ouest et du sud-ouest, elles disent que leurs larmes appellent leur fils ou leur mari à revenir à la raison pour que la paix règne partout au Cameroun. Tolérer et respecter ceux qui viennent d'ailleurs à la quête de l'école et des savoirs dans la capitale. Déjà 5 jours depuis la rentrée scolaire, notre reporter s'est intéressé à ces migrants de la connaissance. Au lycée bilingue des Touguébé à Yaoundé, plus rien ne permet de différencier le jeune venu de Fumban ou encore Manfé et des autres élèves en uniforme. Reportage Inès Magoum. Venu d'ailleurs à la recherche du meilleur, Jonas Emmanuel vient de l'Est, Touréré vient de Fumban. Ils sont tous deux en From 5 au lycée bilingue des Tougbé de Yaoundé. Je viens du collège Pentado. Je suis parti parce que je voulais obtenir une très bonne éducation. Je m'adapte, mais le seul problème que j'ai, avoir de nouvelles amies, voir directement des nouveaux enseignants. Je vivais avec ma soeur et elle est maintenant à l'université de Yaoundé. C'est le pourquoi je suis venue, parce que je veux la suivre. Je m'adapte un peu bien parce que je vois que le lycée est discipliné. D'autres ont changé de lycée mais sont restés dans la même ville. Comme on le voit, les salles de classe sont toutes pleines. Tout le monde veut avoir accès à l'éducation et ainsi espérer se faire une place au soleil. On y retrouve en majorité les élèves venus du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Dès les examens officiels, nous les avons intégrés, ils étaient très nombreux. Et heureusement, les résultats ont été très bons. Et les généraux chargés de toutes ces classes s'occupent d'eux. Il y a un règlement intérieur, ils doivent le suivre et les enseignements se passent normalement. Si ces mesures vont dans le sens de conforter tous les élèves, il faut relever que tout combat vers le succès et l'intégration est d'abord individuel. Ils ont donc tous ces mots en commun, s'adapter et réussir.
Une semaine de cours, la première de l'année scolaire 2018-2019 s'achève donc ce vendredi. Les observateurs, parents et encadreurs la décrivent comme une rentrée progressive dans le bain. Les cours sont effectifs, les salles parfois pleines à craquer, on va le voir. Constat et leçons de cette première semaine avec Cathy Toulou en roue libre dans quelques lycées et collèges de la place. 5 jours peut-être insuffisant pour se projeter sur 9 mois de classe. Mais le bilan des premiers cours de ces élèves est bien possible dans ce collège privé de Yaoundé. Les professeurs se sont présentés le premier jour. Tout s'est bien déroulé. On a commencé à faire les cours le matin jusqu'à 15h20. Les professeurs sont gentils avec nous. On comprend bien. On nous pose des questions et qui nous aident en fait à comprendre. Et que dire de leurs enseignants? La motivation était au rendez-vous. L'évaluation est positive parce que le 3 septembre, les enfants sont arrivés à temps. Le personnel enseignant était là, le personnel administratif. Les cours ont débuté. Et depuis ce jour-là, tout se passe dans de très bonnes conditions. Quelques petits démêlés avec les retardataires, les élèves qui observent encore quelques lourdeurs dues à une fin mal négociée des vacances, ça aussi, il fallait négocier. On nous a bien parlé, on nous a bien expliqué pourquoi ils sont là. Dans cet autre établissement, le pari est là, il faut réussir l'année en qualité. Et c'est tout l'enjeu de ces enseignants du collège IHS de Yaoundé. Ici, on prépare déjà les premières évaluations pour jauger le niveau des élèves. Donc, l'amusement est terminé, le train a quitté la gare. Attention au mauvais départ. Non aux fake news qui décrivent le chaos et le péril sur l'année scolaire entamée. Les forces de défense et de sécurité déployées dans le Nord-Ouest sont allées à la rencontre des médias pour le point précis de la situation sécuritaire dans la région en crise. La manœuvre d'un genre singulier était commandée par le général de brigade Aga Robinson, commandant de la 5e région militaire interarmée. Augustin Guizana, à Bamenda. Face aux hommes et femmes des médias réunis dans la salle de conférence de la 5e région militaire interarmée, le commandant d'armes de la place de Bamenda est clair. Dans leur intention de saper le moral des troupes sur le front de la stabilisation du Nord-Ouest et empêcher le déroulement normal de l'année scolaire, les séparatistes ont engagé une campagne de désinformation via les réseaux sociaux et des exactions contre les élèves, les chefs d'établissement, des forces de défense et de sécurité de la région. Il faut que la presse joue franc jeu. J'attends d'un travail républicain qui retransmettent la vérité, qui disent où se trouve la vérité. Parce que dans la région du Nord-Ouest, le lavage de cerveau, l'intoxication est devenu l'ordre du jour. Entouré des responsables de la police, de la gendarmerie, le général de brigade Aga Robinson, commandant d'armes de la place de Bamenda, est clair. La mission des forces de défense et de sécurité est de protéger les populations et leurs biens. Les populations peuvent s'organiser en comité d'autodéfense et faire en sorte que tous ceux qui veulent perturber l'avenir de leurs enfants soient dénoncés et que les militaires et les forces de l'ordre interviennent pour les mettre hors d'état de nuire. Au cours des échanges, les hommes et femmes des médias venus de la région du Nord-Ouest profond ont fait des suggestions, des stratégies de communication pour un déroulement serein de l'année scolaire 2018-2019 sur l'étendue de la région. Et dans l'extrême nord du Cameroun, 29 écoles fermées pour cause d'insécurité ont réouvert leurs portes dans les départements du Mayo-Sava et du Mayo-Tsanaga. Après 4 années de trêve, élèves et enseignants ont renoué avec les enseignements à Amchide, Limani et Kolofata. Le conseiller numéro 1 du ministère de l'Éducation de base, descendu sur le terrain, a salué les efforts des autorités administratives et des forces de défense pour la reprise des cours dans ces zones. Honoré Boaké, CRTV Extrême Nord. Les élèves des écoles primaires publiques de Kolofata, Limani et Kerawa ont suivi dans la sérénité les premières leçons de la rentrée scolaire. Une reprise faite dans la joie et loin des menaces de la secte terroriste Boko Haram. On nous a dit que l'école primaire de Limani a déjà commencé ici. Et puis on a rentré des Moures pour faire école à Limani. 29 écoles ont été réouvertes au total dans les départements du Mayo-Sava et du Mayo-Tsanaga. L'école était fermée depuis 4 ans. Et à mon arrivée ici, les enfants nous ont accueillis avec joie
Des parents d'élèves reconnaissants et motivés, les responsables de l'éducation de base ont sillonné les différentes écoles, question de prendre la température de la reprise effective de la rentrée. Procéder à l'ouverture de ces écoles pour permettre aux enfants de repartir encore à l'école et nous sommes vraiment très satisfaits, très contents de voir la grande mobilisation des élèves qui sont présents ici. Avec le travail abattu par le BIR et les comités de vigilance autour des 29 écoles réouvertes, les effectifs vont crescendo dans les zones désormais reconquises par l'éducation de base à l'extrême nord. Une dizaine de Camerounais, 13 précisément, débuteront bientôt des stages d'1 an en Grande-Bretagne, ceci grâce à des bourses gracieusement offertes par le Royaume-Uni. Ils ont reçu hier les attestations de mise en stage à la résidence du Haut-Commissaire de Grande-Bretagne à Yaoundé. Pour cette 35e édition, ces candidats seront formés en hygiène et médecine tropicale, santé publique pour le développement, agro-industrie et autres. Reportage William Badi. La résidence du Haut-Commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun a reçu les 13 boursiers du Tivening Scholar and Courses, édition 2018-2019. Il s'agit des professionnels issus des secteurs publics et privés, jouissant d'une ancienneté d'au moins 2 ans dans leur domaine d'activité, qui se rendront dans les tout prochains jours dans les universités de Grande-Bretagne pour approfondir leur savoir. En tant que pays en voie de développement, pays qui vise l'émergence dans si peu de temps, il faut que les bénéficiaires de cette bourse apprennent les secteurs, dans les secteurs ou les domaines qui peuvent porter, qui peuvent contribuer à notre développement direct. La formation va durer 12 mois et les boursiers comptent revenir au pays pour mettre en valeur leur savoir au service des Camerounais. Je vais apprendre et je vais aussi contribuer à améliorer les recherches au Cameroun. Après avoir salué l'excellente coopération qu'il y a au Cameroun à la Grande-Bretagne, le Haut-Commissaire a solennellement remis aux boursiers des attestations de mise en stage. Et voici un regard sur le Cameroun, la page spéciale du journal qui ce soir déroule sur le programme Agropole, une initiative gouvernementale mise sur pied il y a 5 ans pour fournir des outils aux groupes d'entrepreneurs agricoles en vue d'accélérer l'agriculture dite de seconde génération au Cameroun. La création d'Agropole devait donc permettre de réduire divers déficits de production et par conséquent diminuer les importations de certains denrées alimentaires telles que le poisson ou encore le poulet. Alors, question ce soir, où en sommes-nous exactement? Voici les explications de Marie-Laurence Kay. 40 agropoles sont en marche sur les 46 qui ont été mis en place depuis le démarrage des activités en 2013. Les résultats sont probants, on peut les voir sur le terrain. Si le prix du poulet est resté constant, c'est parce que nous avons un agropole soja. Le prix du sac de soja a dégringolé de 24 000 francs. Il se vend au jour d'aujourd'hui à 16 000 francs CFA. Nous avons la pomme de terre qui va jusqu'à l'étranger chercher des devises. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des gens qui font 40 hectares de pommes de terre. Le programme Agropole également, c'est la viande porcine, du poisson d'eau douce. Nous aurons incessamment la première unité de transformation du cacao qui va faire dans les 30 000 tonnes l'an. En 5 années d'existence, l'État a déjà déboursé 13 milliards de francs CFA pour le programme. Et Agropole entend par là accompagner le producteur à hauteur de 35% au plus pour tout ce qui est investissement. Nous avons déjà 70 tracteurs également qui sont sur le terrain. Et ces 70 tracteurs peuvent nous permettre, pour ce qui est du maïs, de faire 2600 hectares de maïs, 1050 hectares de pommes de terre, 450 hectares d'ananas. Le manioc, nous sommes à 400 hectares avec les 2 agropoles. Pour ce qui est du soja, le promoteur et les agropoleurs font à peu près 2500 hectares. Prévu pour durer 8 ans, il ne reste plus que 2 années et demie pour que le programme Agropole arrive en son terme. Cependant, quelques écueils subsistent encore. Le tracteur des Bolova ne peut pas entrer en forêt. On souhaiterait également, donc, dans un premier temps, avoir des engins de génie civil qui peuvent aider à enlever la biomasse afin que le fermier de la zone forestière également puisse bénéficier au mieux
des appuis de l'État. L'un des objectifs du programme Agropole est de faire de l'agriculture du Cameroun une agriculture de seconde génération. Selon le coordonnateur du programme, beaucoup reste à faire malgré les outils mis en place par les pouvoirs publics. Le programme Agropole a déjà fait des heureux, de nombreux heureux d'ailleurs. Direction Ebolova dans le sud où les étangs piscicoles se démultiplient dans les 4 départements de la région et le sud tend même à s'affirmer en tête de la production des alevins, les œufs de poisson. Un bémol tout de même, la fabrication d'un aliment de qualité pour le poisson d'élevage. On cherche encore la formule pour une success story intégrale d'un bout à l'autre de la chaîne. Franck Evina, reportage. On dirait qu'ils se disputent pour avoir l'honneur d'être les premiers à passer à la casserole. Ces poissons pêchés ici en Banga, en plein cœur des Bolova, vont régaler les papilles gustatives des populations locales qui en raffolent. Satisfait de l'abondante moisson du jour, pas moins de 540 kg de poissons, le propriétaire de ce domaine piscicole fait partie des 28 bénéficiaires du programme Agropole dans le département de l'Anville. Agropole nous a apporté des équipements, des alevins, des aliments de poissons. Un qui se sent comme poisson dans l'eau avec le programme Agropole, c'est Nathaël et Dima. De ces écloseries sortent régulièrement des milliers de jeunes poissons destinés au peuplement des étangs. Avant Agropole, on produisait dans les moins de 20 000 alevins par cycle. Aujourd'hui, nous allons vers 100 à 120 000 alevins par cycle. Il était impossible d'avoir 1000 alevins pour un étang à Ebolova. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à empoisonner des étangs à 10 000, 20 000 à la fois. Le prix du poisson d'eau douce sur les marchés du Sud est en moyenne de 2500 francs CFA le kilogramme. Le programme Agropole s'attelle à le rendre plus accessible en tentant notamment de juguler l'autre problème qui préoccupe les producteurs, l'alimentation des poissons. Les prix vont baisser. Nous partons du comice agro-pastoral de Bolova, où le concept de l'agriculture de seconde génération a été annoncé. Et ça fait donc du chemin. Chaque année, le Cameroun importe du poisson à hauteur de plus de 200 milliards de francs CFA. Réduire cette tendance qui déleste le pays d'importantes devises est le défi du programme Agropole. Cette initiative, logée au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, est implémentée dans les 4 départements de la région du Sud, avec un accent sur l'élevage des porcs dans le département de l'Océan. Invité spécial du 20h30 ce soir, le directeur général de Camtel, David Kotoeman. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le Cameroun vient d'être connecté au Brésil par le câble sous-marin SEI. C'est une véritable révolution numérique que notre pays est en train d'opérer. Alors, pouvez-vous nous dire ce qui a été à l'origine d'un tel projet? Alors, lors de la visite du président de la République au Brésil en 2010, c'était une visite d'État, le président de la République s'est rendu compte que les communications entre le Cameroun et le Brésil n'étaient pas fluides. Il a donc donné des instructions pour que nous rendions ces communications fluides et même agréables. C'est ce qui est à l'origine donc de cet important projet. Il y a eu plusieurs solutions pour régler ce problème. Il fallait travailler par le satellite, mais on s'est dit que le satellite n'appartient pas aux Camerounais. Il fallait trouver une infrastructure qui soit purement camerounaise. C'est pour cela que nous avons travaillé avec la fibre optique. 6000 km de fibre optique, ce n'était pas évident parce qu'il y avait plusieurs défis à relever. Le premier défi, c'était de faire admettre à notre gouvernement qu'il était possible pour les Camerounais, avec des partenaires tels que Huawei Technologies, de pouvoir mener cet important projet. Le deuxième défi, c'était celui-là, de trouver les financements. Et là, avec ce partenariat entre la Chine et le Cameroun, Exim Bank China a accepté de financer ce projet. Donc il y a eu donc plusieurs défis. Et puis maintenant, le défi technologique. Comment est-ce qu'il fallait poser ce câble? Donc il y a eu des études, beaucoup d'études, des études de fond marin, des études météorologiques. Et ceci nous a conduit à mettre sur pied le tracé définitif qui permettait donc de poser le câble sur une distance de pratiquement 6000 km.
Monsieur le directeur général, vous parlez d'un câble sous-marin à fibre optique. Ce n'est pas du domaine populaire. Pouvez-vous présenter cette infrastructure technologique aux Camerounais, on va dire lambda, qui n'en sait pas grand-chose? Oui, je ne vais pas faire un cours ici, loin de là. Mais je voudrais tout simplement dire que toutes les communications transitent par un support que nous appelons un support de transmission. C'est tout ce que je peux dire. Mais parlant du projet proprement dit, en dehors de la fibre optique, ce projet a aussi d'autres sous-projets, notamment le data center, le centre de traitement des données. Alors, dès à présent, Camtel dispose d'un centre de traitement de données. Et nous allons voir plus tard, lorsque nous allons parler peut-être des retombées de ce câble, à quoi il sert ce centre de traitement de données. Alors, qu'est-ce qui change avec l'arrivée du sel dans le quotidien des communications des clients? Comme d'habitude, lorsqu'il y a une nouvelle infrastructure comme celle-là, les coûts baissent. C'est la première chose. Deuxièmement, la qualité de service. Nous aurons une meilleure qualité de service. Mais plus important encore, ce que les Camerounais ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, la façon pour les Camerounais de travailler, elle va changer. Elle va complètement changer. Nous avons essayé de regrouper les différents services qui peuvent être donc utilisés par le biais de ce câble ainsi que le centre de traitement de données. Nous avons subdivisé notre espace en trois secteurs. Le secteur des institutions, dont les administrations, les universités, la santé. Il y a le secteur de l'économie, dont particulièrement les petites et moyennes entreprises. Et ce qui nous intéresse, nous tous, c'est-à-dire les ménages, c'est le troisième secteur. Et en regardant tous ces secteurs, commençons par les institutions, commençons par les administrations. Aujourd'hui, si vous voulez faire votre copie d'acte de naissance, vous êtes obligé d'aller dans votre pays où il y a le registre d'état civil. Mais maintenant, grâce à ce centre de traitement de données, toutes les informations relatives donc à l'état civil de tous les Camerounais seront disponibles dans cette plateforme. Et où que vous soyez au Cameroun ou ailleurs, vous pouvez à tout moment tirer une copie de votre extrait d'acte de naissance. C'est un exemple que je prends. Le deuxième exemple, c'est celui des universités. Aujourd'hui, si je prends le cas de l'université de Yaoundé 1, nous avons 60 000 étudiants. Nous avons 60 000 étudiants, mais nous n'avons pas autant d'amphis pour pouvoir accueillir les 60 000 étudiants. Alors, l'université de Yaoundé 1 a pensé aux cours à distance. Mais ces cours à distance ont besoin d'une infrastructure. Parce que ce n'est pas évident d'avoir 500 000 connexions simultanées pour les étudiants à l'université. Grâce donc à la puissance de ce câble, grâce donc à la puissance de data center que nous allons mettre en place, les étudiants, qu'ils soient chez eux ou à l'amphi, pourront suivre les cours qui pourront être interactifs. Voilà un autre exemple. Le troisième exemple, c'est celui de la santé. Aujourd'hui, lorsque vous êtes malade, bien sûr, vous allez à l'hôpital, vous faites des examens, et ainsi de suite. Mais vous êtes encore malade 1 an plus tard. On va reprendre les mêmes examens, sans tenir compte que vous avez déjà fait des examens au départ. Et ce qui va se passer, c'est les résultats de vos examens sont donc consignés dans ce data center, où que vous soyez. Lorsqu'il va falloir que vous ayez à l'hôpital, vous serez bien obligé, enfin, le médecin va consulter votre carnet médical. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulier pour cette infrastructure que nous avons mise en place. Prenons maintenant le cas qui m'intéresse souvent, c'est le cas des petites et moyennes entreprises. Il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui ferment par négligence, parce qu'ils n'ont pas déclaré les impôts, parce qu'ils n'ont pas déclaré leurs employés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Maintenant, ce qui va se passer, grâce à cette plateforme, grâce à ce data center, grâce à la puissance d'Internet qui vient donc du câble sous-marin, mais Camtel pourra recruter des experts en gestion des ressources humaines, des experts en comptabilité, et ces petites et moyennes entreprises qui n'ont pas la possibilité d'avoir un comptable, et ainsi de suite, vont tout simplement demander à Camtel de le faire à leur place. Donc c'est un autre exemple. Et maintenant pour les ménages. Un des problèmes que nous voyons aujourd'hui, c'est celui de la sécurité. Tout le monde a besoin aujourd'hui d'avoir une vidéo, des caméras de vidéosurveillance. Mais malheureusement, ces caméras de vidéosurveillance ne vont pas très loin. Dès que vous êtes filmé, l'enregistreur se trouve au domicile. Alors, si les malfrats arrivent
Et non seulement qu'ils vont prendre des caméras, mais ils vont prendre l'enregistrement qui a été fait. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, toutes les caméras de vidéosurveillance qui sont dans des domiciles vont être connectées à la plateforme de Camtel. Même si aujourd'hui les malfrats cassent ou détruisent les caméras, l'information restera toujours à Camtel, au niveau de Camtel. Voilà quelques exemples de ce que nous apporte cette importante infrastructure. Avec tout cela, il est possible que Camtel connaisse des mutations. Mais tout à fait. Dieu merci, nous sommes en train de revoir le statut, le règlement intérieur, l'organigramme de Camtel. Nous allons à Fortaleza. C'est tout à fait normal que Camtel ait une succursale à Fortaleza, une succursale à Lagos, parce que nous avons tendance à oublier le câble Cameroun-Brésil. Ce n'est pas le premier câble que Camtel pose. Camtel a d'abord posé en 2016 un câble qui relie la ville de Kribi à la ville de Lagos. Donc il y aura une succursale à Lagos, il y aura une succursale à Fortaleza et certainement aussi en Afrique du Sud. Monsieur le directeur général de Camtel, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau du 20h30. C'est moi qui vous remercie. Dans la suite du journal, le taux d'exécution du budget d'investissement public qui chute à 38,37% contre 52,83% à la même période en 2017. Chiffre rendu public ce vendredi à Yaoundé, le Comité national de suivi de l'exécution du BIP tenait sa première session de l'exercice 2018. Les travaux étaient présidés par Madame Rosette Ayayi, la présidente du dit comité. Les précisions de Agnès Solange à Besselo. Les prévisions de dépenses et de recettes de l'État exécutées à mi-parcours de l'année 2018 ne donnent pas satisfaction au Comité national de suivi et évaluation. 38,37% au 30 juin 2018 contre 52,83% à la même période de l'exercice 2017. Une baisse dans l'exécution physique des projets attribués à un certain nombre d'entraves. Vous savez qu'il y a déjà l'insécurité dans certaines régions. Il y a quelques petits problèmes de paiement de certains décomptes, il ne faut pas le cacher, mais je crois que toutes les mesures sont en train d'être prises pour résoudre ces problèmes. Plus de 1000 milliards en crédit de paiement, somme qui représente la dotation globale du budget d'investissement public pour l'année 2018 en cours, soit 28,6% du budget de l'État. Seulement, ce budget s'exécute au moment où le programme économique et financier est mis en œuvre et que les nouveaux textes induits par la réforme budgétaire en cours au Cameroun entrent en vigueur. Pour une meilleure optimisation de l'exécution des projets inscrits dans le BIP 2018, il était nécessaire de marquer un temps d'arrêt pour faire le point à mi-chemin. Et c'est toute l'économie de cette première session du Comité national de suivi de l'exécution du budget d'investissement public qui recommande, pour renforcer le dispositif de suivi, la contraction des délais d'exécution afin d'assurer l'effectivité des réalisations. Autant de mesures prises pour la bonne exécution des dépenses et des recettes publiques de l'État. Présidentielle 2018, les jeunes de Soiré Padama-Garoua dans le Nord réaffirment leur soutien indéfectible à la candidature du président Paul Biya. C'était au cours d'une rencontre avec le président du Front pour le salut national du Cameroun, Issa Chiroma Bakari, qui poursuit sa visite politique dans la région du Nord. La correspondance de Claver Pascal Ndanga à Garoua. Échange fructueux et franc entre le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, et les délégués du personnel, nouvellement élus dans le Nord. Toutes les questions relatives aux avancements au sein des entreprises, à la convention collective, la sécurité sociale, le non-paiement des salaires et aux licenciements abusifs ont été passés en revue. Le ministre nous a parlé du numéro vert, à travers lequel nous pouvons en toute liberté exprimer nos doléances, les difficultés que nous rencontrons dans nos entreprises. Nous avons eu l'occasion là de dire à cœur ouvert certaines attentes. Et nous avons trouvé en face de nous quelqu'un qui plaide justement pour le dialogue social. Face au porte-parole des travailleurs dans le Nord, le ministre Grégoire Oona s'est voulu clair et rassurant. Nous sommes en train d'aller vers une administration qui doit
davantage simplifier ces procédures. C'est ce que le président Biya demande et nous allons les simplifier encore plus pour être plus performants. Maillon essentiel au sein des entreprises, les délégués du personnel dans le Nord ont été engagés à promouvoir le dialogue social, à préserver la paix et la cohésion en milieu professionnel. Seul gage pour améliorer la productivité de l'entreprise et assurer sa pérennité. Un reportage de Iya Hacham Halim sur cette visite du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, qui vient d'effectuer donc cette visite à la station régionale de CRTV Nord, le ministre Grégoire Oona, qui a rappelé aux travailleurs les attentes du gouvernement en ce qui concerne l'amélioration du climat du travail. Politique donc, la jeunesse de l'OJR-DPC, région de l'Ouest, roule pour le candidat président Paul Biya. Une concertation a eu lieu ce jour entre ces jeunes militants et le Bureau national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, représenté par le sultan Ibrahim Bombonjoya. C'est lui qui a recueilli l'engagement de la jeunesse militante. Reportage Yvette Bengono, CRTV Ouest. Les jeunes de section OJR-DPC de l'Ouest unis derrière le candidat Paul Biya. C'est la résolution qui découle de la concertation entre les jeunes de cette région et le Bureau national de l'OJR-DPC. Au cours de celle-ci, le sultan Ibrahim Bombonjoya, roi des Bamoun et chef de la délégation régionale du comité central du RDPC pour la région de l'Ouest, a demandé aux jeunes de faire preuve d'engagement afin de relever le défi du 7 octobre prochain. Notre champion, le président Paul Biya, plus que par le passé, triomphe, plus que par le passé, à l'Ouest, à travers un plébiscite historique. Propos réitérés par le président national de l'OJR-DPC qui a ajouté qu'il est surtout question de ne pas se laisser séduire par les vendeurs d'illusions. Le président qui présente le programme politique le plus réaliste et le plus authentique, c'est le président Paul Biya. Des messages accueillis par une standing ovation. Les jeunes de section OJR-DPC de l'Ouest se disent prêts à sensibiliser leurs semblables afin d'accorder une victoire éclatante au candidat du RDPC de 7 octobre prochain. L'union est qu'elle est aux couleurs de l'UPC derrière le candidat Paul Biya, soutien réaffirmé par les militants et sympathisants de ce parti politique au cours d'un meeting présidé par le secrétaire général de l'UPC, l'honorable Robert Bapolipot. Reportage François Bakary, CRTV Centre. À la 9e étape de son périple à travers les sections régionales les plus représentatives du Cameroun, le secrétaire général de l'UPC a mis le cap sur Ntouleng, à 15 km de Botmakat. À quelques jours de l'élection présidentielle, l'honorable Bapolipot Robert s'est dit porteur d'un message patriotique à l'endroit de ses camarades. Un message resté constant. L'urgence qu'il y a à faire un choix clair entre Paul Biya, qui a prouvé aux yeux du monde, face à ceux qui veulent le pouvoir par tous les moyens. Nous avons donc trouvé nécessaire de maintenir notre action de mobilisation pour que l'UPC soit toujours en harmonie avec l'âme de nos pères fondateurs, c'est-à-dire toujours soutenir le Camerounais qui a pour mission de sauvegarder la souveraineté de notre peuple. Bapolipot n'est pas allé les mains vides à Ntouleng. Aussi a-t-il remis du matériel pour aider à élever le niveau de vie des populations. Si nous sommes à même d'apporter ce soutien, ces dons aux populations, c'est parce que nous avons bénéficié d'une gouvernance qui pendant 36 ans a permis aux Camerounais de vivre dans la paix. Par la même occasion, le bureau de la section régionale de l'UPC de Momos Mabea, conduit par Macan Simon de Ruben, a été installé. Mission, faire de Ntouleng le bastion imprenable du parti historique et œuvrer pour la victoire finale de Paul Biya le 7 octobre prochain.
Les militants du RDPC de la localité de Gadi, dans le département de la KDI, région de l'Est, soutiennent la candidature du président Paul Biya et lui promettent un vote à 100%. Ils l'ont affirmé au cours des rencontres familiales et fraternelles présidées par le ministre Joseph Lé en présence du secrétaire d'État aux travaux publics en charge des routes. Armand Jodom, Séraphin Djikam, reportage. Gadi, cité cosmopolite, cité de la diversité, a ouvert ses portes aux rencontres familiales et fraternelles, des moments de réjouissance entre l'élite gouvernementale de l'Est et les populations. Sur les terres de Gadi, dans le département de la KDI, Paul Biya, le président candidat, est le choix de ses militants et militantes du RDPC, tous mobilisés pour lui garantir un succès éclatant le 7 octobre prochain. Voter pour lui à 100%. Comme des pèlerins, la caravane des rencontres familiales et fraternelles est venue à Gadi écouter les populations et leur expliquer les enjeux sociopolitiques de l'heure. Le ministre Joseph Lé, avec à ses côtés le secrétaire d'État aux travaux publics en charge des routes, Armand Jodom, qui a présenté dans un exposé laconique l'objectif de ces rencontres familiales qui visent à baliser le terrain, aplanir le chemin, afin qu'à la campagne électorale, la machine RDPC se déploie aisément pour offrir une brillante victoire au président Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle. Un riche parterre d'hommes et de femmes du monde au rendez-vous des adieux à Joseph Kadji Defosso. Une grande veillée funèbre du patriarche et homme d'affaires a eu lieu hier jeudi en sa résidence de Yaoundé. Personnalités politiques autant que du monde des affaires, familles et amis ont porté le témoignage d'une vie remarquable et remarquée, celle de cet industriel décédé le 13 août dernier. Sidoine Mankam. Célébration d'une vie accomplie sur terre, celle du patriarche Joseph Kadji Defosso. De nombreuses personnalités, parmi lesquelles des membres du Parlement, des chefs d'entreprise, des membres du CERAC, aux côtés de la famille et des amis, venus rendre hommage à l'homme d'affaires décédé le 23 août dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est réellement quelqu'un qui a su vivre sa vie. C'est pourquoi nous célébrons sa vie et nous pleurons son départ, mais en hauteur. On le célèbre. Vous voyez que c'est la fête partout. Dans tout le Hongkam, c'est la fête. Dans la région de l'Ouest, c'est la fête. La grande veillée funèbre et l'office religieux dit par un collège de pasteurs de l'église évangélique et de l'église catholique à sa résidence de Yaoundé donne l'occasion de revenir sur le parcours élogieux qui lui aura permis de bâtir son empire. Un patrimoine immobilier qui s'étend aux assurances en passant par les brasseries, l'hôtellerie, le cinéma et le sport. Des œuvres qui ont impacté la vie de nombreux jeunes. Un bâtisseur infatigable et surtout un comique hors pair. Grand chevalier de l'Ordre national de la valeur, homme politique et maire de la commune de Bana dans le Hongkam depuis 2002, Joseph Kadji Defosso, pionnier de l'industrie au Cameroun, laisse un grand vide. D'autres recueillements sont prévus à Johannesburg, à Douala et à Bana, son village natal qu'il a vu naître il y a 95 ans et où il sera inhumé le 15 septembre prochain. Je signale dans ce journal 2 télégrammes officiels de félicitations du président de la République. Le premier adressé à son Excellence Michel Temer, président de la République fédérative du Brésil, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays ce 7 septembre 2018. Le second télégramme officiel du président de la République est adressé à Sa Majesté Swati III, roi du Eswatini, à l'occasion de la commémoration le 6 septembre hier donc de la fête nationale de ce royaume. En sport, éliminatoire Cannes 2019, demain le choc Comores-Cameroun, coup d'envoi à 13h30 heure du Cameroun. L'entraîneur des Lions indomptables, Clarence Seedorf, a dévoilé ce soir le nom du patron du groupe. Michael Gadui sera le capitaine à Mitiamuli demain. Annonce faite au cours d'une conférence de presse. Envoyé spécial aux Comores, Serge Fouasquet.
C'est lui, le chef de troupe des Lions ce samedi. Pour sa 13e sélection en équipe nationale, il se voit offrir la lourde mission de gérer la pression d'un match comme leader d'un groupe. Le milieu défensif de Slavia de Prague a le triomphe modeste. Au cours de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, les acteurs ont dit toute la détermination du groupe et salué la belle ambiance qui règne depuis une semaine. C'est le début pour moi, une très belle aventure qui demain doit commencer. Donc clôturer le stage qu'on a eu à faire avec ce staff de quelques jours peut être bonifiant et bon pour la suite. L'arrivée d'un nouveau staff apporte toujours des changements. C'est le début d'une reconstruction, mais je ne voudrais pas m'avancer de dire qu'avec le staff on ira de victoire en victoire, c'est de construire quelque chose de bon, solide et durable. État d'esprit apprécié et salué par le comité de normalisation de la FECAFOOT. Nous avons choisi un staff pour notre équipe nationale et vous savez que ce qui nous a guidés, c'est essentiellement, uniquement, l'intérêt de notre pays, que nous citions au-dessus de tout. Peu avant cette conférence de presse, Clarence Seedorf et ses poulains ont foulé la pelouse synthétique du stade international Saïd Mohamed Siek, stade de 5000 places, théâtre de la confrontation Comores-Cameroun ce samedi. Match très attendu par l'équipe hôte qui rêve depuis une semaine de dompter le Lion. Les sports ce week-end, on sera partagé entre le match international Comores-Cameroun, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019, les finales de la Coupe du Cameroun en handball et puis un tournoi de lutte. Monique Félicité-Tuen a compilé ces actualités pour nous. C'est la fiche sportive du week-end. L'un des événements sportifs majeurs de ce week-end, c'est la finale de la 55e édition de la Coupe du Cameroun de handball. Elle se disputera dimanche dès 13h au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Même affiche qu'en 2017 chez les hommes, Force, Armée et Police, tenant du titre, essaiera de vaincre une fois de plus Minu. En dames, Dynamique de Bokito essaiera de renverser TKC, tenant du titre. Autre attraction sportive en sport individuel cette fois-ci, les lutteurs et amoureux de la discipline se donnent rendez-vous ce samedi au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé dès 14h pour le tournoi de lutte baptisé Stéphane Bia. Ce même samedi, les regards seront tournés vers Moroni où les Lions indomptables affronteront la sélection nationale des Comores dès 13h dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 de football. Enfin, tout ce week-end, les Lions seniors et U17 vont poursuivre leur stage en Bankomo. Les aînés préparent le tournoi Kosafa prévu la semaine prochaine en Afrique du Sud. Les cadettes apprêtent le championnat du monde prévu en novembre en Uruguay. C'est la fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Serge Atangana-Bissot. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Je vous donne rendez-vous quant à moi demain quand il sera 20h30. Excellente soirée à tous. Bonsoir.